Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, on va parler de UmbrelOS. On regarde ça. Encore une fois, avant de commencer la vidéo, je veux remercier les membres de la chaîne. Donc ici, je parle de CJ, Sarah Jane, Gasparsec, L Major QC et Player One. Je voulais vous dire un gros merci pour supporter mon beau projet. On va embarquer directement dans le vif du sujet en parlant de UmbrelOS parce qu'on se demande, c'est quoi ça? Initialement, c'est parti d'un petit peu de vous, des gens de la chaîne, encore une fois, comme je pense c'est KazaOS et Omar. Je me suis fait référer UmbrelOS. Donc, ça faisait un petit bout, je regardais KazaOS, je l'utilisais plus ou moins parce qu'il y avait quelques lacunes qui me tannaient. J'avais quelques autres alternatives, donc Runtipi, CosmosOS et UmbrelOS. Donc, j'ai décidé de regarder UmbrelOS parce que c'est lui qui me semblait le plus intéressant et un meilleur comparatif avec KazaOS. Donc, je ne vais pas faire un full comparatif, mais je vais regarder principalement comment on peut utiliser, configurer et setuper UmbrelOS. Et à la fin, il va y avoir une petite comparaison pour voir quel que je préfère entre les deux. Avant toute chose, on va regarder un petit peu le site, ça ressemble à quoi. L'application en soi, le site est assez beau, c'est fluide. Je sais qu'il y a le UmbrelOS et le UmbrelHome, donc c'est UmbrelOS qui est déjà intégré dans un device. Puis là, ça dit les specs un petit peu du device. Nous, dans notre cas, on va regarder pour UmbrelOS directement. Donc, il y a un App Store complet. Les choses qui est super intéressante, c'est que on est en mesure de le browser directement au niveau de notre browser pour avoir une idée de les applications, ça ressemble à quoi, c'est quoi qu'il y a. On peut voir qu'il y en a quand même, si on regarde All Apps, on peut scroller puis il va quand même en avoir, beaucoup. Là. Il y en a beaucoup plus que sur, dans le fond, que sur KazaOS ou sur Yacht ou des librairies Portainer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé de l'installer sur un Raspberry Pi, que je vais vous parler un petit peu tantôt, pour faire un petit peu un environnement, ma nouvelle environnement de lab. Fait que je vais vous montrer ça. Quand on va venir regarder au niveau de UmbrelOS, on va pouvoir regarder Learn More. Ça va nous rediriger vers la page directement de UmbrelOS. Ça va nous donner une petite idée du dashboard. Ça va ressembler à quoi. Donc, assez minimaliste, sur le format un petit peu d'une tablette ou d'un téléphone avec le dock en bas. On va être en mesure d'avoir les différentes sections des configurations de nos applications et un petit dashboard pour voir notre machine est-tu en santé, qu'est-ce qui se passe dessus. Quand on va regarder au niveau de l'installation, c'est un petit moins déjà en partant que je trouve de UmbrelOS vs KazaOS. Initialement, toutes les KazaOS, UmbrelOS, CosmosOS et Runtipi avaient tout un one-liner pour faire l'installation. Donc, si je fais KazaOS install et que je vais sur KazaOS.io, on va avoir un one-liner qui va nous permettre d'installer KazaOS. C'était le cas avec UmbrelOS depuis la dernière mise à jour qui est la Umbrel supérieure à 1.0. L'installation se fait plus via un command line. Comme je vous ai montré une ligne de commande, on est obligé de l'installer directement comme OS complet et non comme des configurations supplémentaires à un OS. Donc, c'est un petit peu le petit downside que je pourrais vous dire parce que je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir des one-liners, mettre ça d'une machine Linux, d'une machine Debian ou Ubuntu, Vanille, et après ça, de pouvoir l'utiliser assez facilement. Dans mon cas, comme je vous ai dit, je revamp mon lab. Donc, dans une vidéo de Home Labbing, je vous ai montré que j'avais un ancien Raspberry Pi, j'avais un Raspberry Pi 4. Donc, j'ai décidé de configurer mon ancien Raspberry Pi en Pi-hole et d'utiliser mon Raspberry Pi 4 pour tester UmbrelOS. Donc, j'ai fait l'installation. Ça a super bien été. En fait, il n'y a pas vraiment de configuration. C'est qu'on configure la carte SD. On met la carte SD. Aussitôt qu'on boot la machine, on est en mesure d'y avoir accès. Je vais juste vous montrer les steps qui sont vraiment intéressants. C'est que pour l'installation, lorsqu'on regarde clic How to Install, ça va nous dire est-ce que tu es tout prêt pour ready pour configurer. Puis là, ça dit OK, sinon tu as des liens Amazon. Après ça, ça va te dire est-ce que tu veux downloader UmbrelOS 1.1 pour le Pi 4 ou Pi 5. Balena Etcher. En ayant les steps aussi, c'est vraiment facile. Donc, ça nous dit mettre la carte SD dans notre laptop, sélectionner l'image, sélectionner le drive qu'on veut et faire le flashing. Une fois que c'est fait, insérer la carte micro SD dans le Raspberry Pi, connecter un SSD si jamais on veut utiliser un SSD si on n'utilise pas le stockage interne et le connecter à notre routeur à Internet, power up et
Après ça, on va pouvoir aller sur Umbrel.local ou l'adresse IP pour avoir accès à la machine. Donc, pour l'installation, c'est quand même assez rapide. Ça se fait super bien. Vu que les steps sont vraiment bien détaillés, j'ai décidé de ne pas le faire directement dans la vidéo pour la raccourcir un petit peu. Ça parle aussi, c'est ça, de Bitcoin. On utilise Tor qui est déjà intégré. Donc, c'est quand même assez cool le packaging qui a été fait à l'intérieur de ça. Donc, on va être en mesure d'avoir certaines fonctionnalités que je vous dirais assez intéressantes. Donc là, il parle un petit peu des différentes applications, le App Store, les widgets, tout ça. On va pouvoir arriver, puis au lieu de passer au niveau de la page web pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait, on va directement sauter sur le projet en soi. Donc ici, comme je vous ai montré sur GitHub, c'est le projet Umbrel. Donc vous allez pouvoir suivre le projet en soi. Donc ici, c'est là que ça dit le tout nouveau UmbrelOS 1.0. Toute la documentation, les applications, tout ça, les issues, les pull requests. Vous pouvez traquer le développement comme les autres projets GitHub. Ce qui nous intéresse, on va starter directement avec UmbrelOS sur la page web. Moi, j'ai rentré mon adresse IP, mais ça pourrait être umbrel.local. Donc, on va commencer par configurer ça ensemble. Je vais rentrer username et password. Une fois qu'on a créé notre compte, on va pouvoir commencer. Next. Beau petit background en arrière. Install your first app. Explore more in App Store. Parfait. Fait que ça, je veux dire, c'est la page d'accueil. Si on vient ici, au niveau du App Store, donc nous, on va vouloir regarder un petit peu les configurations initialement. Moi ici, comme je vous ai dit, c'est sur mon Raspberry Pi. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de voir le stockage. Ma carte SD, 52 GB dedans. 4 GB de mémoire. Donc présentement, ça dit qu'il me reste 3.4, 3% de CPU et 4 threads en Celsius. Donc la température, tout ça. Open Live Usage. Fait qu'on peut avoir le live directement pour voir ça ressemble à quoi ou avoir l'update probablement à chaque X secondes. Ici, on peut logout, restart, shutdown, fonctionnalité vraiment basique. On est en mesure de voir ce qu'est notre device, la version et son uptime. Ici, changer le nom, changer le password, fonctionnalité basique. Ici, on peut venir sélectionner un thème différent pour voir celui qu'on décide d'avoir. Ici, on a la possibilité d'activer le deuxième facteur d'authentification pour se connecter à UmbrelOS. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que si jamais, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais j'avais pour but de hoster notre propre Onion. Donc, quand j'avais fait les vidéos sur le Dark Web, on a besoin d'utiliser le browser Tor pour pouvoir naviguer sur les sites .onion. Ça roulerait un service qui hosterait un .onion et ça serait accessible via le browser Tor. Donc, pour l'instant, on va garder ça en local sur notre bon vieux 192.168, mais ça serait possible de l'utiliser via Tor. Si jamais vous décidez d'acheter l'appareil que je vous ai montré initialement, ici, le Umbrel Home, il y a la fonctionnalité de faire la migration de notre configuration. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est pas tout perdu, on ne doit pas se casser le basic un petit peu pour le faire à bras. On a déjà notre bouton pour ça, langage, troubleshoot, device info, si on veut plus d'informations. Ça nous dit que c'est un beau petit Raspberry Pi Advanced Setting. Donc, si on peut avoir les fonctionnalités bêta pour le toggle button, si on les veut. Et ici, un terminal, mais on peut aussi se connecter en SSH sur notre machine. Ça ferait quand même. Ici, le petit bouton check pour les updates pour s'assurer qu'on est bien à jour. Donc, les configurations, je vous dirais que c'est quand même les settings. C'est assez basique, mais ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. J'aime ça comme ça. Ici, on peut voir le bouton directement pour le live usage. Donc, on a le petit bouton ici comme ça, ici, dans la portion settings, mais on a aussi la portion dans notre doc. Donc, si jamais on va avoir accès directement, on peut y avoir accès comme ça. On va aller directement sur notre page. On va aller explorer ce qu'on pourrait installer, ce qu'on pourrait configurer. Donc, moi, ultimement, j'aimerais ça configurer Home Assistant. Ce que je vais faire, je vais l'installer pour cette vidéo-là. Je ne vais pas le configurer dans cette vidéo-ci, mais ça va être quelque chose que je vais vouloir jouer un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, probablement. Par la suite, on peut-tu avoir... OK, ils sont répertoriés par catégorie, par application, mais on pourrait aussi l'utiliser au niveau de All Apps. Donc, comme je vous ai dit, il y a quand même énormément d'applications. Puis c'est des applications aussi qui sont, je veux dire, à jour, des Docker qui sont à jour parce que tantôt j'ai vu Optime Kuma et je sais que dans Yacht ou dans Portainer,
j'ai pas des listes qui contiennent Uptime Kuma. Donc, c'est vraiment intéressant de l'avoir à ce niveau-là. Il y a plein d'autres Docker applications qu'on ne voit pas forcément ailleurs, mais qu'on l'a aussi ici. Si on regarde rapidement les applications qui peuvent être intéressantes, il va y en avoir plusieurs. Moi, il y en a plusieurs d'entre elles que je ne connais pas forcément. Il y en a quand même une couple qui parle au niveau de la crypto-monnaie. Donc, tout ce qui est Bitcoin, il y en a quand même une bonne partie qui est autour de ça. Donc, peut-être une manière de gérer nos wallets, des choses comme ça, connecter son wallet de crypto-monnaie à ce niveau-là, rouler des nodes Bitcoin. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais il y a quand même une couple de fonctionnalités qui ont l'air assez intéressantes. Au niveau du networking, AdGuard Home, on a déjà fait le suivi dessus, le review. Après ça, Pi-hole, on a Open Speed Test, mais on n'a pas Libre Speed Test. Donc, juste pour l'avoir, je vais faire un petit install pour voir ça ressemble à quoi. Donc, juste pour arriver, je vais faire un test libre speed test pour voir ça fonctionne-tu bien. Est-ce que la machine a quand même des ressources, mais est-ce qu'on est en mesure de faire un speed test puis ça répond bien. Dans ce cas-là, 817 et l'upload, ça doit être sensiblement la même chose. Donc, un petit peu plus bas. C'est pas un bien grave, mais l'application en soi fonctionne bien. Si on vient à notre page d'accueil, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir notre page d'accueil ici et la portion widget pour configurer les widgets ici. Donc, si on clique ici, on va être en mesure de venir sélectionner les widgets qu'on désire. Ici, dans le fond, je clique dessus, c'est un order. Donc, on ne peut pas vraiment jouer avec d'un côté ou d'un autre. C'est juste, ils vont les setter. Donc, quand on arrive sur notre page d'accueil, par la suite, on va être en mesure de voir notre stockage, la mémoire et le CPU qu'on utilise, la mémoire, combien il reste encore de disponible, ainsi que le storage. Là, quand je vous ai montré dans l'App Store, on a installé 3 applications, donc le Home Assistant, LibreSpeed et Portainer. On est-tu en mesure d'installer des Docker custom? Ce qui va arriver, c'est que, on va regarder ça ici, Community App Store. Ce qui va arriver, c'est que si jamais vous voulez une application qui n'est pas une application supportée et développée par Umbrel en soi, vous allez pouvoir utiliser les Community App Store. Ça, c'est quoi? C'est la fonctionnalité d'avoir vos propres applications managées et compatibles avec Umbrel OS. Donc, quand on va arriver sur l'application, il y a un App Store complet. On peut naviguer pour les applications qui sont déjà compatibles avec Umbrel OS ou on peut lancer notre propre application. Ce qui arrive, c'est qu'ici, on va avoir un framework qu'on va pouvoir utiliser pour développer nos applications Umbrel. On va pouvoir utiliser ce framework-là, donc un gabarit applicatif, pour pouvoir développer des applications Umbrel OS sur la version 1.0.x. Et si jamais on veut utiliser des applications pour la version Umbrel 0.5.4, il faut utiliser une version précédente de la documentation. Et ça va permettre d'avoir le container dans Docker, d'avoir toutes les configurations pour pouvoir l'installer. Et ça va être un repo accessible publiquement, open source, qu'on va pouvoir aller travailler. Donc, probablement qu'il y a déjà des applications qui sont hostées, qui ne sont pas hostées par Umbrel en soi, mais qui sont hostées par la communauté sur GitHub. Donc, si on fait une recherche, probablement qu'on pourra en trouver assez rapidement. Mais ce qui arrive, c'est que quand on va arriver ici, la Community App Store, en ayant le gabarit qu'on va déjà avoir utilisé, on va pouvoir venir mettre l'URL GitHub ici, ou GitLab, peu importe l'outil open source qu'on utilise, mais venir mettre l'URL du gabarit ici et faire ajouter. Comme ça, ce qui va arriver, c'est que ça va installer l'application et ça fait une mention pour dire que les Community App Store peut être créé par n'importe qui, ça peut être publié par n'importe qui n'a pas de vérification officielle par l'équipe Umbrel et qu'il peut avoir des problèmes de sécurité et ça peut être des applications malicieuses. Donc, juste faire attention avec ça. C'est la manière d'avoir les applications intégrées dans Umbrel. Comme je l'ai dit, on n'est pas en mesure directement d'installer des fichiers, des applications Docker Compose, File ou des Docker. Mais on a Portainer. Donc, en soi, on sera en mesure de le faire. Si on vient au niveau de Portainer, on vient voir, on voit qu'il n'y a pas de container qui roule. Donc, présentement, l'application roule dans des accès, dans des droits, dans des privilèges moins élevés probablement que la machine parce qu'on n'est pas en mesure de détecter les autres containers qui roulent sur la machine. Si on vient au niveau de notre settings, on descend un petit peu,
Advanced Settings, Open, et on vient ouvrir le terminal. Vous allez comprendre pourquoi. On va pouvoir ouvrir Docker PS-A pour lister les applications Docker. On voit qu'ici, il n'y a rien qui roule. Donc, on va pouvoir venir faire un sudo. On va venir prendre le mot de passe de notre Umbrella OS qu'on a modifié tantôt quand on a créé notre compte. Donc, initialement, on peut voir qu'on a Portainer, on a aussi Linux Server Libre Speed, on peut voir Home Assistant, on a Tor, Hot Server. Donc, on a des services de Umbrella spécifiquement, Proxy, Hot Server et Tor. Donc, c'est tous des services qui statuent. OK, il y en a un qui a été restart, mais sont tous up. Sont tous fonctionnels, opérationnels, mais on ne voit pas ces différents Docker-là au niveau de l'application. Donc, probablement que, comme je dis, les privilèges sont différents, mais ça n'empêche en rien de pouvoir le faire directement au niveau de Portainer. Si on compare maintenant les interfaces, on peut voir rapidement. Ça dépend des goûts, le goût des gens. Moi, j'aime bien avoir le statut sous ce format-là et d'avoir la possibilité de expand, dans le fond, le système status pour voir le CPU et la RAM par Docker. C'est sûr qu'ici, on est en mesure de le voir plus en détail lorsqu'on va sur le monitoring, sauf qu'on doit aller dans l'option, on n'a pas directement le widget, on n'a pas directement le widget ici qu'on peut avoir accès. Donc, c'est une petite section que je préfère au niveau de CasaOS. Au niveau du App Store, je préfère lui de UmbrellaOS parce qu'il y a beaucoup plus d'applications. Il y a un aspect un petit peu différent en ayant Tor, en ayant tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, ça peut être des applications intéressantes à tester qu'on a directement d'embedder dans le UmbrellaOS système. Donc, ça peut être intéressant à voir. La chose que j'aime vraiment moins au niveau du App Store et tout ce qui est CasaOS, c'est la gestion des Docker. Donc, si jamais vous regardez vos Docker Compose files, ils vont être vraiment modifiés par tout ce qui est le CasaOS. Il va ajouter plein de tags, plein de labels, plein de configurations qui peuvent être inutiles pour vous. Et ça peut juste rajouter du bruit autour. Donc, j'aime un petit peu moins ce qui se passe. J'aurais aimé ça avoir ça sous le format d'un mélange entre yacht et d'un beau dashboard minimaliste. Mais encore une fois, la solution n'existe pas forcément. Est-ce que je vais faire la migration de tout mon setup et mon lab? Je vais configurer toutes mes applications lab vers, dans le fond, mon UmbrellaOS? Je ne crois pas. La raison, c'est que je vais le garder installé. Je vais probablement installer mes applications dessus pour les utiliser. Au début, je pensais faire le move, mais là, en ayant fait l'évaluation de UmbrellaOS et de sachant que le App Store, je ne peux pas utiliser n'importe quoi, j'utiliserais peut-être plus ça pour une machine de dev. Donc, je vais peut-être le réinstaller sur une autre machine pour pouvoir faire les tests et regarder à quel point c'est intéressant d'utiliser tout ce qui est Bitcoin et Tor système. Mais j'avais l'impression que j'allais pouvoir reconfigurer, transférer des applications que j'aurais voulu utiliser si jamais je perds du courant pour avoir ça dans mon Raspberry Pi, étant donné que ça tire moins de ressources. Donc, si je parle par exemple de Wallows, d'Nginx Proxy Manager, probablement que j'aurais eu un Yacht et un Portainer. Donc, j'aurais eu mes petites applications ainsi que Home Assistant. Mon but, c'était de faire une petite migration avec ces applications-là. Là, en voyant que j'ai pas forcément toutes ces possibilités-là. Si je regarde Proxy, c'est ça, j'ai pas le Nginx Proxy Manager. Wallows, il doit pas être là non plus. Donc, ça devient un petit peu restreint pour moi. Je trouve l'application super cool, c'est smooth. Le fait qu'on peut développer nous-mêmes les applications, je trouve ça juste dommage de ne pas pouvoir faire l'installation out of the box sur, dans le fond, des Docker sans passer directement par Portainer. Donc, les avoir directement au niveau du App Store, ça peut être intéressant. Et d'avoir au pire une restriction sur les accès, sur les permissions d'exécution, à lecture, peu importe, pour dire on veut garder quand même un certain contrôle, mais on permet d'avoir un certain contrôle aussi pour pas tout exploser. Overall, je trouve ça quand même super intéressant comme application. Je pense pas l'utiliser au day-to-day. Je pense que ça peut quand même subvenir aux besoins de certaines personnes. Donc, il y en a qui n'aiment pas CasaOS, il y en a qui ont vraiment aimé ça et qui cherchent peut-être une autre application à utiliser. UmbrellaOS, quand même quelque chose de super intéressant. Le App Store, tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie et Tor, c'est quand même des aspects super intéressants. Le fait d'avoir le framework aussi pour développer les applications, ça peut être quand même intéressant aussi pour s'assurer d'avoir des applications qui sont conformes, compatibles
et qui rentre dans le beau dashboard de Umbrel. Donc, ça peut quand même être intéressant. Les configurations sont faciles à comprendre. Moi, j'aime bien le visuel, je l'aime bien. C'est juste la restriction au niveau de la sélection des widgets qui me limite un petit peu et les applications qu'on ne peut pas installer, donc les applications custom qu'on voudrait installer. On ne peut pas forcément le faire en donnant directement juste un Docker Compose file sans passer via Portainer. Donc, je trouve ça un petit peu plus tannant, mais toutefois, ce serait possible de l'installer via le command line. Mais probablement qu'on n'aurait pas les petits icônes, on n'aurait pas le même management. Il y a des choses probablement qui ne seraient pas gérées de la même manière. Donc, c'est un point à considérer si jamais vous voulez faire la migration de CasaOS à UmbrellaOS ou si jamais vous voulez juste installer UmbrellaOS dans votre Home Lab. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas installé une application de ce type-là. Donc, j'espère que vous êtes content, vous avez aimé ça. Donc, si jamais c'est le cas, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Vous pourrez me dire si jamais vous décidez de conserver CasaOS, d'utiliser UmbrellaOS ou si jamais vous utilisez Runtipi ou CosmosOS. Donc, ça peut être quelque chose de super intéressant à venir partager dans les commentaires un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.